Bonsoir. Le dossier que nous ouvrons ce soir n'est pas de ceux que l'on traite à la légère. Nous vous présentons une enquête sur un silence. Un silence systémique, profondément ancré au sein d'une communauté qui a pourtant fait de la vérité, de la rationalité et de la rigueur sa raison d'être. La sphère sceptique française, celle-là même qui est dédiée à la lutte contre les dérives sectaires. Ce que les documents révèlent aujourd'hui, ce n'est pas un simple faux pas. C'est une défaillance généralisée face à des faits d'une extrême gravité. Entrons directement dans le vif du sujet. Je reconnais maintenant pleinement le caractère ambigu et d'agression de mes gestes. Je suis malade. Ces mots, ils sont lourds, glaçants. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une cabale lancée par des détracteurs. C'est un aveu écrit, signé de la main de Grégoire Perrat en mars 2007. Comprenez bien la gravité de la situation. Cette lettre a été envoyée à une élève de 17 ans, juste après une sortie scolaire en 2006. Prenez un instant pour mesurer le poids de cette confession. C'est le point de départ de toute notre enquête. Et face à cela, la question qui s'impose est brutale. Comment un homme qui a couché de tels aveux sur le papier a-t-il pu, pendant près de 15 ans, devenir la figure de référence absolue de la lutte anti-secte en France ? Regardez la chronologie. De 2006, date des faits, jusqu'à 2026, date de la validation judiciaire, cet homme a tenu des blogs, donné des conférences, il a été reçu comme expert par les plus hautes instances de l'État et par les plus grands vulgarisateurs d'Internet, sans que jamais ce passé ne vienne enrayer son ascension. Pour comprendre cet aveuglement, il faut d'abord revenir à la genèse de l'affaire, cet aveu écrit de 2007 lié à l'école Steiner-Waldorf. Il faut préciser une chose importante. Bien qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée à l'époque des faits, cette lettre, elle, n'a jamais disparu. Elle circulait en ligne depuis au moins 2019. L'information n'était donc ni un secret d'État, ni enfouie dans des archives inaccessibles. En réalité, l'enquête rigoureuse menée par le journaliste Brice Perrier en 2024 et les aveux récents de créateurs comme le débunker des étoiles en 2026 posent un constat accablant. Il suffisait de chercher. Pire encore, on sait aujourd'hui que certains journalistes et sceptiques avaient connaissance du dossier bien plus tôt. Mais ils ont choisi de se taire. Pourquoi ? Par peur. La peur d'apparaître comme des soutiens de la secte que Grégoire Perrat dénonçait. C'est un calcul stratégique, conscient, qui a tout simplement laissé des femmes sans aucune protection. Mais ce silence, il ne s'arrête pas aux frontières de YouTube ou des réseaux sociaux. Il dépasse largement le cadre des créateurs de contenu, il s'étend jusqu'au plus haut niveau institutionnel. Il nous faut parler de la défaillance de l'État. 14, c'est le nombre exact de fois où le nom de Grégoire Perrat apparaît dans le rapport 2021 de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Son témoignage y est qualifié d'extrêmement précieux. Une institution d'État s'est donc reposée, en toute confiance, sur un homme dont la lettre d'aveu dormait dans un dossier judiciaire depuis 2013. C'est l'ironie tragique de cette histoire. L'institution a reproduit le mécanisme même qu'elle est censée combattre, la confiance aveugle vers une figure d'autorité sans la moindre vérification. L'affaire va finalement prendre un tournant définitif le 28 janvier 2026 devant la Cour d'appel de Rouen. C'est le moment où la justice intervient enfin pour qualifier les faits. Nicolas Tavernier, le président de l'ANPAS, avait qualifié Grégoire Perret d'agresseur sexuel et se retrouvait poursuivi pour diffamation. Mais la Cour d'appel l'a relaxé. Le tribunal s'est appuyé sur un constat sans appel. La qualification d'agresseur sexuel repose, je cite, sur une enquête sérieuse et les témoignages de première main de la mineure victime. La justice française a donc acté, noir sur blanc, que qualifier cet homme d'agresseur sexuel était documenté et de bonne foi. Sur le plan pénal, c'est définitif. Et c'est précisément là que l'attitude de la sphère sceptique française devient profondément troublante. Face à un jugement aussi clair, documenté, rendu public, comment réagissent ces figures d'Internet qui font de la rigueur intellectuelle leur marque de fabrique ? Le contraste donne le vertige. D'un côté, vous avez les grands principes défendus par des chaînes comme La Tronche en biais, la nécessité absolue de vérifier ses sources, d'admettre ses biais, d'écouter les faits. De l'autre, la réalité de leurs actes. En 2026, Acer Mendax se contente de publier un tweet de 2 lignes pour dire qu'il ne commentera pas l'affaire. Et pendant ce temps-là, la longue interview de Grégoire Perrat, tournée en 2018, reste tranquillement accessible en ligne, sans le moindre avertissement pour le public qui, lui, continue de lui accorder du crédit. D'autres ont préféré la suppression, mais en catimini. Le podcast Méta de Choc, animé par Elisabeth Feitit, a silencieusement retiré les épisodes où figurait cet invité. Un simple et discret message sur le réseau Blue Sky en guise d'explication. Pourtant, les sources prouvent qu'en 2020, lors d'une table ronde avec Richard Monvoisin, l'existence d'une plaignante avait déjà été évoquée devant elle.
Retirer des contenus en silence, c'est finalement reconnaître le problème, tout en refusant d'informer clairement ses auditeurs. Le monde académique n'est pas en reste. Richard Monvoisin, figure universitaire très respectée de la zététique, a attendu avril 2026 pour publier un texte dans lequel il retire la préface qu'il avait signée pour le livre de Perra. Bien sûr, il exprime des regrets, mais la chronologie pose une question majeure. Lui aussi admet avoir entendu parler d'une plaignante dès 2020. L'information existait. Pourquoi cette prise de distance n'arrive-t-elle que 6 ans plus tard, uniquement quand la justice ne laisse plus le choix? Le silence de certains autres créateurs, comme Mr. Sam ou Astronogeek, met en lumière un paradoxe fascinant. Souvenez-vous, en 2023, ces créateurs montaient au créneau pour dénoncer l'utilisation d'outils d'analyse sociologique ou féministe dans la zététique. Ils y voyaient une menace militante pour la rigueur scientifique. Or, ce sont très exactement ces outils-là, l'analyse des asymétries de pouvoir, l'écoute rigoureuse des victimes, qui auraient permis de détecter et d'arrêter ce prédateur des années plus tôt. Aujourd'hui, face à des faits documentés, c'est le silence radio. Ce qui s'est passé au sommet de cette hiérarchie d'influence est grave. Mais il y a pire. C'est le sort qui a été réservé à ceux qui, de l'intérieur, ont osé poser des questions, ceux qui ont tenté de briser l'omerta. Voici le prix à payer pour avoir parlé. La Fabrique du Progrès a subi des campagnes de diffamation et des menaces de mort, simplement pour avoir alerté en privé. Siwan, de son côté, a fait face à des insultes d'une violence inouïe, à une démission forcée, avant d'être totalement exclu des groupes anti-sectes. Ces méthodes d'intimidation brutale, elles ne viennent pas des sectes que l'on dénonce, elles viennent de la sphère anti-secte elle-même. Un mimétisme troublant avec les bourreaux qu'elle prétend combattre. Et cela nous amène au cœur du problème. Ce dossier, au-delà du simple cas d'un individu, révèle une faille structurelle majeure, une faille dans la mécanique même de la confiance au sein de ces milieux. C'est ce qu'on appelle une logique prédatrice. Quand une femme réussit à s'extirper de l'emprise d'une secte, elle se trouve dans un état de vulnérabilité extrême. Si on la met face à l'expert officiel, celui qui est adoubé par l'État et encensé par les vulgarisateurs, elle n'a aucune raison de se méfier. Elle va lui accorder une confiance absolue. Et c'est justement cet environnement, initialement bâti pour la protéger, qui se transforme en terrain de chasse idéal pour un prédateur. Le statut d'expert crée une immunité de fait. La sphère sceptique n'a pas soumis ses propres figures d'autorité aux vérifications impitoyables qu'elle réserve aux autres. Ce qui nous laisse face à cette question vertigineuse. Si ce capital de confiance aveugle a pu servir de bouclier pendant 20 ans à un homme, qu'est-ce qui nous garantit que la même chose ne se produit pas en ce moment même, avec d'autres intouchables? La réponse est glaçante. Rien. Rien ne le garantit. L'affaire Perra n'était pas une anomalie. C'était un test, un crash test en temps réel de la capacité d'autocritique et de probité d'une communauté tout entière. Et face à ce test, la sphère a échoué. Toutes les sources citées dans cette analyse sont disponibles dans la description de la vidéo. Si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, commentez et partagez autour de vous. Chaque partage compte pour que ce genre d'enquête existe. Et si vous souhaitez soutenir directement le travail de notre rédacteur en chef humain, son Tipeee est également dans la description.